Bonjour à tous. Avec une énorme joie, un grand plaisir et un grand honneur aussi, qu'aujourd'hui nous rencontrons Yann Manouk, pour son dernier ouvrage, Le Chant d'Aïganouche, que je remercie de nous accueillir. Alors bien sûr avec, toujours c'est un peu la même chose avec Libraire et compagnie, on est fléché avec, une librairie en l'espèce, Folie d'encre, au Raincy, à Aulnay-sous-Bois, enfin dans le 93 et dans le 94, qui recueillera donc les commandes que vous voudrez nous adresser, que Yann s'appliquera à dédicacer suivant vos demandes. Alors, juste en petite introduction, moi, je vais me présenter quelqu'un par des titres, c'est toujours un peu la barbe. D'abord, quel est le meilleur titre, si ce n'est celui d'un ouvrage qui est écrit et de ce qui ressort de quelqu'un, le meilleur miroir d'une vie, c'est ce que l'on fait, c'est Montaigne qui le dit. Alors d'autant qu'en plus, là, franchement, avant que de céder la parole, bien sûr, à Yann Manouk, petit préambule tout de même, on a un visiteur. Petit préambule, ce Ganouche, comme le précédent, du reste, L'Oiseau bleu d'Erzurum, dont il est la suite, et comme je l'ai écrit, en tout cas, et je me suis permis de le dire à Yann, une véritable petite merveille. Alors faites gaffe, c'est bientôt Noël, et surtout, n'attendez surtout pas Noël pour acheter ce bouquin-là. Euh, Moi, je revendique bien volontiers qu'on y pleure comme un enfant, et comme on ne devrait jamais renoncer à en être capable, et étant un homme, s'il tentait qu'on... Voilà, parce que c'est formidable. Ce bouquin, c'est pas simplement qu'une saga historique, c'est pas simplement voilà, un livre d'histoire, d'aventure, un livre riche en rebondissements. Non, c'est pas simplement ça. Même si la puissance narrative de Iliad Manouk est juste prodigieuse, on en reparlera, j'imagine, c'est surtout et avant tout une ode, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, une ode à l'amour des siens, une ode à l'amour des siens au point que cet amour, il permet de traverser les pires épreuves, de traverser des milliers de kilomètres. En tout cas, c'est une formidable leçon de vivre. Jetez-vous là-dessus, franchement, vraiment, faites-vous plaisir. Vous allez, et si vous l'offrez à Noël, vous allez offrir au moins plusieurs heures de bonheur. Voilà, préambule étant fait, Yann Manouk, bonjour, et Bonjour. merci de nous accueillir. Merci pour ce beau préambule. Qui est très sincère, plus que sincère. Alors, pourquoi cet ouvrage? Pourquoi ces deux ouvrages, en fait? Parce que ça n'est pas qu'un seul, c'est une suite. C'est quelque chose que j'avais en moi. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas quelque chose que je voulais absolument écrire. C'est pas quelque chose que j'avais besoin de sortir. Je baigne dans cette histoire depuis ma plus tendre enfance. Tout ce que je raconte, notamment dans L'Oiseau bleu d'Erzurum, c'est à 90-95% la vie de mes grands-parents. Quand on avance dans le champ d'Aïganouche, c'est un peu moins parce qu'il y a une partie de ma famille dont on connaissait l'existence mais qu'on n'avait pas pu approcher, c'était en Union soviétique. S'il y a un troisième tome, ce sera encore plus proche de nous parce qu'on va tomber dans ma génération. Euh, il y avait à la fois cette envie de l'écrire tranquille, sans urgence, et en même temps, il y avait ce plaisir d'écrire. J'aime écrire. Donc les choses que je ressens, j'essaie de les transcrire sur le papier. Et puis il y avait au tout départ, il y avait un projet qui était d'écrire ce livre en un seul gros bouquin de 1000 pages et de le publier obligatoirement en 2014. Parce que je voulais qu'il soit en vente avant le centième anniversaire du génocide, parce qu'à l'origine de ce livre, ces deux-là étaient fondus, et la fin du livre était conçue comme une politique fiction. J'avais imaginé à la fin du livre que au Conseil de l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, au moment du centième anniversaire du génocide, certains de mes héros avaient persuadé des justes turcs qui existent. Il y a des justes turcs qui ont sauvé leur manière pendant le génocide et qui encore aujourd'hui continuent à défendre l'idée du génocide. Un de ces justes était diplomate à l'ONU et un de ces justes, contrairement à sa hiérarchie, faisait le discours que tout le monde attendait. Pas un discours de réparation, d'excuses, un discours profond sur la nature vraie de l'amitié entre les peuples, et ça, c'est ce discours. Donc, j'avais besoin que ce bouquin sorte avant le 24 avril 2015, sauf qu'à l'époque, il n'y avait encore rien écrit, et que je pense qu'Albin Michel n'a pas cru à ma capacité à écrire 1000 pages. Donc, entre-temps, je leur ai fait 1500 pages de livre Lager, Bien fait. histoire de les convaincre.
Mais après, il était trop tard pour sortir ce livre. Et donc, je l'ai sorti à un moment où il arrivait dans ma production tout seul, sous forme de livres séparés. Et juste le temps de récupérer en moi l'idée d'une nouvelle fin de politique fiction. Si un troisième se fait, ce sera la fameuse fin de politique fiction. Alors, ces deux ouvrages ont la force du conte. On y voit des choses qui reviennent, comme dans un conte, une sorte de ritournelle. On y voit des personnages, bien sûr, qui reviennent, mais avec parfois les mêmes attributs, qui évoluent. Ce fameux Agop qui tue toute la terre entière. Voilà. Qui veut. Alors, qui veut, voilà, c'est ça. Moi, qui le dit. Qui le promet. Qui le dit, qui le promet. Donc ça, c'est la ritournelle du conte qui vient. Mais une petite question. Est-ce que vous avez pensé à un film en écrivant ce bouquin? Non, depuis que j'écris, c'est une question qu'on me pose depuis Yarul Delger. Tout le monde se demande pourquoi il n'y a pas de film sur Yarul Delger, qui pourrait être un grand film d'aventure. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. J'ai compris avec Yarul Delger que ce serait très compliqué de faire des films à partir de ce que j'écris. Parce que ce sont toujours des grandes fresques énormes qui impliqueraient une production colossale, etc. Et puis, il y a l'autre argument qui est beaucoup plus personnel et qui est beaucoup plus direct. Je commence à publier Yarul Delger, j'ai 65 ans, j'en ai 74 aujourd'hui. Entre le moment où on parle de négocier les droits d'un film et le moment où le film sort, il y a une dizaine d'années. Et très honnêtement, je me fous de ce qui arrivera quand j'aurai 84 ans. C'est d'accord, mais pour préciser ma question, quand même, il y a des choses qui sont là aussi puissantes du point de vue des images et là aussi qui correspondent à l'écriture d'un conte. On voit des espèces de fondus enchaînés, je crois que une culture cinématographique très étendue, mais tout de même, c'est très fort. Oui, je veux ça. 367 ou 364, je ne sais plus. Aïganouche regarde la Lune, et tout d'un coup, phrase suivante, chapitre suivant, c'est Araxi qui regarde la Lune. Or, elles se sont promises, l'une à l'autre, de parler de la Lune. Je ne sais plus quelle page, on parle de la mort de Staline, et c'est la mort de Sorokin qui engage le chapitre suivant. Dans cette optique-là, oui, bien sûr. Mais à la limite, c'est pas grave. Je dirais que pour moi, je n'ai pas besoin du cinéma. Parce que mon film, je le fais dans l'écriture. Mais c'est vrai que je le construis avec des séquences. C'est vrai qu'il est très visuel et c'est vrai que j'essaye en général que le chapitre que j'entame n'est pas la suite du précédent. J'aime bien faire des décalages. Et oui, on peut parler effectivement de fondu enchaîné. Mais ça, j'y fais attention, mais pour moi, c'est un style littéraire, c'est une technique d'écriture plus qu'une technique cinématographique. Bien que cette technique vienne du cinéma. Alors, il y a aussi des pistes de réflexion pour l'ONU. On y voit la possibilité de... et ça, c'est très fort et c'est d'autant plus puissant aujourd'hui que, tiens, tout d'un coup, au détour d'une page, on voit que pour résister aux pires empires, il suffit de s'adosser à la cuisine, à la langue, à la musique, et le tour est joué et pas dans d'autres choses forcément. Oui, alors c'est à la fois une constatation parce que c'est comme ça que survivent les diasporas. Et en même temps, c'est peut-être aussi une utopie parce que ça n'empêche pas certaines communautés de disparaître. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'un État dictatorial ne peut pas détruire. Dans le plus grand secret de la plus petite baraque de Sibérie, si un immigré ou un déporté arménien continue à parler l'arménien et continue à bricoler une petite cuisine à base de plats arméniens, ou que comme Chaké, elle raconte à ces petites filles qui sont déportées pour être exterminées, elle leur raconte ou elle leur chante des comptines arméniennes, ça garde le lien. Est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça garde le lien. Et c'est une idée qui est très actuelle parce qu'en ce moment, il y a une petite discussion sur les réseaux sociaux au niveau de la diaspora arménienne, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes commencent à dire mais les gens de la diaspora, fermez-la un peu, arrêtez de donner des conseils à la République d'Arménie. Et je comprends ça. Je comprends ça parce que donc ils nous appellent, ils m'appellent moi parce que je suis vraiment un représentant. Les Arméniens passent tout le mal, quoi. C'est des Arméniens qui se disent Arméniens parce que moi je parle même pas la langue, parce qu'ils aiment bien la cuisine, ils aiment bien le duduc. Et c'est vrai qu'il y a une dualité. Parce qu'on est en diaspora dans des pays qui nous protègent, on est dans des pays démocratiques, on a une capacité d'expression que eux, les autres n'ont pas, et on est un peu plus va-t-en-guerre que les autres.
Et je comprends très bien que les Arméniens d'Arménie ont, eux, un autre souci. Ils ont les mains dans le cambouis. Ils ont un pays à gérer, compliqué, un pays sans matières premières, un pays sans grande industrie, un pays entouré d'États qui sont plus que des États hostiles, ce soir. Et donc, il y a une différence. Alors, est-ce que le seul fait de parler, de manger, de boire, de chanter, de jouer de la musique en arménien suffit? Peut-être pas. Mon idée, c'est que c'est complémentaire. Ouais, enfin, vous précisez le propos. Vous donnez d'autres pistes, un peu plus loin. C'est Guillaume qui parle. Alors lui, pour le coup, lui, il n'est pas du tout arménien. Du tout. Il n'est même pas d'origine arménienne. C'est peut-être pour ça que sa piste est... Mais par contre, sa piste, elle est bonne. Et elle dit, elle éclaire ô combien ce qu'on entend aujourd'hui, où parfois la revendication d'une culture, d'une origine, est un peu une sorte de repoussoir des autres, en fait, au final. Et là, lui, il donne une piste qui est très précieuse, et vous la donnez avec, bien sûr. Fais les choses, pratique. Oui. Je vais être arménien parmi les autres, au milieu de ceux qui ne le sont pas. Dans ce cas, je fais. Vous le dites, je fais dans ce que je compose, dans ce que je chante. Et puis alors, si on n'a pas compris, dans ma vie d'artiste, et puis si je suis boulanger, je ferai des croissants arméniens. Bref, c'est l'action aussi qui détermine un petit peu plutôt que l'apparence. Et ce que vous dites, les Arméniens par Storma, là, on fait des choses. Oui, mais c'est un peu ce que je faisais avant d'écrire ces deux bouquins. C'est que dans tous mes bouquins précédents, quelque part, il y a un Arménien. Il y a toujours un personnage arménien. Il y avait le personnage de Zarza dans la trilogie mongole. Il y a le personnage du collecteur de dettes dans mes polars américains. Il y a toujours un collecteur de dettes. Il est arménien. Et à chaque moment, il essaye de passer un petit quelque chose. Lui, il a un gimmick, le collecteur de dettes dans mes polars américains. Il se qualifie toujours. Il y a un moment où on lui dit, quand même, tu pousses un peu là, il dit oui, l'Arménien sait être rotor. Ou alors, quand on lui fait combien, oui, l'Arménien est malin, ou l'Arménien est tenace. Mais ça, c'est l'heure du conte qui revient, voilà, ça, c'est la ritournelle. Vous parliez de conte tout à l'heure, et oui, moi je suis fier d'être romancier, parce que je trouve que le romanesque, c'est l'essentiel de la littérature. Et en même temps, je suis très attiré par le conte. C'est vrai que je mets dedans des techniques de conte, des techniques qui sont des sortes de ritournelles qui reviennent comme un refrain, avec des répétitions, avec ce qu'on appelle aujourd'hui, dans mon anglais, le gimmick. Mais voilà, oui, j'aime bien ça, effectivement. Alors, faire, ok, au-delà de la seule et unique apparence, moi je le disais au démarrage, j'ai trouvé l'impression, la sensation qui m'a débordé à la lecture, et notamment du deuxième, c'est cette ode à l'amour et cette ode des siens. Est-ce que ces gens, donc, et quels qu'ils soient, aujourd'hui arméniens, mais cela peut valoir pour n'importe quelle origine, qui ont pris cette peine de traverser des milliers de kilomètres, qui se sont exposés à la vie et qui l'ont perdu pour certains d'entre eux, qui ont eu pour objectif de survivre avec l'espoir ultime, le but ultime de fonder une famille. C'est ce que font chacun des personnages les uns après les autres. Est-ce que cette ode à l'amour et l'amour des siens n'est pas au final la meilleure façon d'être et de faire ce que nous ont légué nos ancêtres? Par la force des choses, puisque dans cette notion d'amour, il y a forcément la question plus prosaïque de reproduction, c'est-à-dire que l'amour des gens débouche sur un mariage, une filiation, etc. Donc oui, bien entendu, plus on s'aime et plus on survit parce qu'on crée des nouvelles générations. Il y a cet aspect-là. Après, d'un point de vue d'amour en général, oui, si les gens s'aimaient un peu plus, peut-être que le monde ne serait pas dans ce bordel actuel, quoi. Quand on voit, par exemple, la haine absolue d'un certain discours turc, on est sidéré aujourd'hui. Quand un diplomate turc peut dire la Turquie a les moyens d'éliminer définitivement l'Arménie, géographiquement et historiquement. Quand on arrive à cette définition, qui est une autre définition du génocide, entre parenthèses, on se dit, mais à la limite, c'est la fameuse réplique pourquoi tant de haine, quoi, pourquoi tant de haine? Et le problème, c'est qu'on la voit à tous les niveaux, cette haine. Elle est souvent due à la méconnaissance. Moins on connaît et plus on a la haine. De la même façon que moins on connaît et plus on a peur. Moi, j'ai passé 13 mois en Amazonie dans ma jeunesse. Quand je suis parti, je touchais pas un asticot, quoi. J'avais horreur de tout ce qui était bestioles. Bon. C'est embêtant en Amazonie. Après, on faisait des films animaliers, on choisissait d'abord le décor, ensuite on allait chercher l'animal qu'on allait filmer. Ça, quand on se dit, ah, ici c'est pas mal, c'est joli, belle lumière,
on ferait bien un boa. On allait chercher un boa de 4 mètres, on l'amenait. Si la prise de vue n'était pas assez bonne, on tirait par la queue, on la ramenait, on faisait une deuxième prise, une troisième prise. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'avais appris à connaître. Quand on est dans la jungle et qu'on est face à un serpent, si on sait, parce que quelqu'un nous l'a dit par expérience, qu'un serpent ne peut pas, grosso modo, attaquer à plus de 2 tiers de sa longueur, parce qu'il faut un tiers pour rester stable, pour pouvoir se déclencher, on connaît sa zone de sécurité. Et on a vraiment... Donc voilà, il y a ça aussi, il y a cette connaissance. Et peut-être que l'amour dont vous parlez, c'est ce qui permettrait de mieux connaître les gens, et donc d'en avoir moins peur. Alors Puis le devoir d'amour entre une famille. Si des gens ont traversé tant de milliers de kilomètres pour survivre, ont fondé donc des familles, c'est à tout le moins un défaut de plats, de photos, d'argent, peut-être, j'en sais rien, de coutumes, mais au moins la reconnaissance et l'héritage qu'on leur doit de reproduire un petit peu cette chose-là. Alors, rentrons dans l'histoire de la mémoire. Ouais. Parce que pour le coup, au début de l'oiseau bleu d'Erzurum, remonte, ça aussi c'est plusieurs heures de bonheur, hein, faites gaffe. Alors, au début de l'oiseau bleu d'Erzurum, vous annoncez la couleur. Et vous le rappeliez au démarrage de la petite interview, là. 90-95% de l'histoire de ma famille. Bon, très bien. Il y a une fidélité. Mais vous annoncez la couleur immédiatement en disant, bon, écoutez, ceux qui ne verraient des infractions à l'histoire, qu'ils aillent au diable. Parce que c'est l'histoire. Alors, il y a mille et une façons de retranscrire l'histoire, ce devoir mémoriel qu'on invoque à tout va, et un petit peu n'importe comment. Alors, sortons comment dire, du cas seulement arménien. La Shoah, par exemple. Bien sûr, il y a ce fameux film de Lanzmann où on voit des gens, où ils forcent les gens, d'ailleurs de façon assez violente, assez brutale, à témoigner. Il y a Nuit et brouillard, où alors là, pour le coup, on sert du cadavre. Et comme ça, là, on peut mesurer. Il y a le livre d'histoire qui dit, voilà, tel million de morts, etc., etc. Il y a la liste de Schindler, déjà, qui est déjà un petit peu différente. Et puis, il y a La vie est belle, dans laquelle les gens qui n'ont strictement rien compris ont trouvé que c'était une farce, qu'on rigolait pas avec ce genre de choses. Pour autant, on ne peut pas faire autrement que de s'attacher au personnage. Et quand il disparaît, on n'a plus qu'à faire une multiplication par 6 millions. Est-ce que c'est dans cette même veine-là que vous vous inscrivez? À Créer belle, oui. J'ai pensé en écrivant, bien sûr. Bien sûr, c'est le même principe. Le personnage d'Agop est là pour ça. L'innocence d'Aïganouche est là pour ça. Bien sûr. Ce qui est terrible, c'est que on vit par cliché. Et plus on avance dans cette société d'image, plus on vit par cliché. Si on prend par exemple rapidement la Mongolie, quand je parle des nomades dans Yeroudalger, les gens s'imaginent que les nomades, ce sont des gens bien heureux, débonnaires, qui déambulent dans des paysages magnifiques. Non, le nomadisme, c'est exactement le contraire. Le nomadisme, c'est une technique de survie en milieu hostile. Il n'y a pas de nomade là où il n'est pas hostile. Mais on aime bien vivre sur cette image-là. Et sur toutes sortes de choses, on vit sur ces images-là. Mais la vie est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que oui, dans toute tragédie, il y a des histoires d'amour, il y a des belles histoires. Je regarde très souvent ce qui se passe en Ukraine, et de temps en temps, il y a des reportages, et on voit des gamins qui jouent. Ils jouent, c'est la guerre. Il y a des gens qui meurent, beaucoup de gens qui meurent, hein, probablement 200 000 si on croise tous les chiffres. Mais la vie n'est pas faite que de ce qu'elle nous impose. Elle est faite aussi de moments qui lui échappent et que nous on récupère. Il y a sûrement des gens, c'est évident, en pleine guerre, qui se sont rencontrés, aimés, embrassés, qui ont fait l'amour. Il y a des femmes qui ont été accouchées et qui ont eu le bonheur d'avoir un enfant, malgré la guerre. Donc il y a tout ça. Et oui, ce texte, enfin, ces textes se veulent un peu défenseurs de cette idée-là, quoi. Exactement comme La vie est belle, oui, bien sûr. Et cet amour, vraiment, qu'on a pour ces personnages, moi j'avoue, on pleure comme un gosse là-dedans. On ne peut pas faire autrement quand la dernière page se referme, de se dire, mais zut, si on multiplie, là, ça va pas. Et d'ailleurs, vous annoncez la couleur aussi au démarrage. Vous dites que il faut la haine à un homme pour avoir l'impression de vivre. En fait, c'est symétriquement l'inverse. Oui, c'est une partie de l'humanité a besoin de cette haine pour vivre. Une autre partie préférait que ce soit l'amour. Mais tout nous y entraîne, tout nous gère un match de foot. C'est une ode à la haine, hein, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand on voit les blocs de supporters faire des cris de singe dès qu'il y a un joueur noir, ou dans le seul mot entre Lyon ou Paris et Marseille, la seule référence c'est Marseille on t'encule ou Paris on t'encule.
Ce sont des entraînements à la haine. D'ailleurs, on disait bien à l'époque des Romains, les jeux étaient justement faits pour souder des gens dans quelque chose qui surtout n'est pas. D'ailleurs, on parle souvent de l'Arménie et comment elle s'est retrouvée dans cette histoire-là. Il y a quelque chose de fantastique, c'est que dans les trois grandes religions monothéistes, deux sont très semblables, le judaïsme et l'islam. Elles sont nées de conquêtes tribales, de guerres. Elles sont ensevelies sous une tonne d'interdits, et chacune à leur manière, d'une façon ou d'une autre, promet à ses adeptes d'être le peuple élu, ou que le monde entier lui appartient ou doit lui appartenir. Et au milieu, il y a le christianisme, donc, qui vient par balancier en opposition au judaïsme, et l'islam reviendra en balancier au christianisme. Mais le christianisme, c'est fantastique. La parole essentielle, moi qui me sidère du christianisme, c'est « mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui arrive et qui dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Je ne me mêle pas de vos affaires. Ce qui est une phrase extrêmement révolutionnaire à l'époque. Ça veut dire qu'on peut être chrétien tout en étant citoyen de n'importe quel autre empire. Bien entendu, suivant les interprétations, parce que les interprétations ont peut varier au fil des siècles. Par la suite, mais à l'origine, c'est ça. Mon royaume n'est pas ce monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est le premier pays à adopter le christianisme comme religion d'État. C'est-à-dire qu'on est le premier pays à faire le contraire de ce que le principe voudrait dire. Et donc, on est avec cette interprétation particulière qui, probablement, d'ailleurs, nous vaut la haine de tous ceux qui nous entourent. Alors qu'au départ, on prend ce principe chrétien, mon royaume n'est pas de ce monde, et aimez-vous les uns les autres. C'est deux paroles révolutionnaires à l'époque. Et donc oui, l'amour devrait faire partie des choses. Mais en même temps, nous, en tant que pays, à l'époque, on a intégré cette notion de religion d'État, ce qui fait que on a oblitéré cette obligation d'amour. Alors, sortons aux orties le devoir mémoriel et la seule sphère collective. Pour le coup, pour revenir à quelque chose de peut-être plus privé ou plus individuel, qu'est-ce que Araxi aurait dit de ça? De ce que j'ai écrit? Elle en aurait pleuré, parce que ce que Araxi m'a raconté, ce que Araxi et Ayaz m'ont raconté, mais surtout Araxi, ça s'est passé sur une trentaine d'années. C'est-à-dire que quand j'étais tout gamin, que je lui demandais ce qui s'était passé. C'était ma deuxième question. Et quand j'étais tout gamin, elle faisait une phrase, elle ne la terminait pas et elle pleurait. C'est-à-dire que c'est venu vraiment petit à petit. Plus j'ai grandi, plus j'étais adulte. J'ai presque amené, mais j'ai jamais eu l'intention de l'interroger. Ça n'a jamais été un interrogatoire. Je lui montrais que je m'intéressais à ce qui lui était arrivé, et petit à petit, c'est arrivé. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pensé. Je ne sais pas. Vous y avez pensé à ce qu'elle aurait pensé en écrivant? Non, je fais très attention quand j'écris, surtout quand j'écris des choses qui recoupent la vie de ma famille, ou même d'ailleurs quand j'écris des scènes qui soient complètement romanesques. Je fais bien attention à ne pas tenir compte de ce que pourraient penser les gens que j'aime et les gens qui me connaissent. Sinon, ce serait une forme de censure. D'un autre côté, c'est une autre réponse à votre question. J'ai attendu que mes grands-parents et mes parents soient morts pour écrire ce bouquin. Je ne l'ai pas attendu véritablement. Il se trouve que ça s'est fait à ce moment-là. Et peut-être qu'inconsciemment, je voulais être entièrement libre d'apporter mon témoignage à partir du leur, mais sans les remettre, eux, peut-être dans cette confrontation à leur propre passé. Peut-être que je réveillerais des souvenirs terribles chez eux. Peut-être que ma grand-mère, qui m'a raconté tous ces malheurs qui font la première partie de L'Oiseau bleu dans the Room, même si j'ai enlevé les deux pires, peut-être qu'il y en a d'autres pires encore que je ne m'avais pas raconté. Donc voilà, alors, non, je ne fais pas attention, je ne veux pas faire attention à ce que pourraient penser les gens que j'aime et que je connais. Et en même temps, force est de constater que ce livre m'est venu de façon plus spontanée, plus directe, une fois qu'eux avaient disparu. Alors, pour autant, j'imagine qu'il y a plein de gens, parmi ceux que vous rencontrez, dans les dédicaces, dans les librairies, j'en sais rien, qui se retrouvent dans une situation analogue à la vôtre, avec cette différence, et quelque part j'en fais partie, de ne pas avoir consigné pendant je ne sais combien d'années tout un tas de souvenirs. Qu'est-ce que vous disent ces gens, en fait? La remarque principale, les gens dont la famille a vécu ce genre de drame, sont tous sur cette notion de remerciement. Merci d'avoir su écrire
ce qu'a été aussi la vie de ma famille. La remarque la plus terrifiante pour moi, ce sont les gens, ils sont très 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 nombreux, qui viennent et qui me disent moi j'étais au courant pour les Arméniens, mais je ne savais pas que ça avait été. Pardon, j'étais au courant pour les génocides arméniens, mais je ne savais pas que ça avait été aussi terrible que ça. Et moi, cette réflexion elle me foudroie parce que. Et je leur dis mais vous pensiez que c'était quoi un génocide? Il n'y a pas pire qu'un génocide. Après, il y a un aspect assez sauvage, notamment dans l'oiseau bleu, oui, qu'on Oui, peut ne pas mesurer ou oui, imaginer. bien sûr. Mais côtoyer. le pire n'est pas dans ça. Non, Le pire n'est pas dans ça. Le pire est dans le génocide, c'est la décision froide, calculée d'un État d'exterminer une partie de sa population. Et après, on a toujours cette discussion. Alors, on a cette discussion plus souvent avec des gens d'origine juive, de définition du génocide, sur le nombre. C'est-à-dire que, or, la définition du génocide, elle n'inclut aucune notion de quantité. Non, on s'en fiche un peu. Aucune. Mais non seulement on s'en fiche, mais c'est pas dans la définition. C'est pas dans... Un génocide, c'est quand un État souverain décide l'extermination d'une partie de la population, de sa population, d'une autre population, en fonction de critères religieux, culturels, linguistiques, etc., et met au service de cette extermination les moyens techniques de l'État. Un État pourrait décider un génocide aujourd'hui et de ne pas le mener à bien. Par exemple, le génocide pourrait s'arrêter à la première victime. Mais bien sûr. Mais cette seule et unique victime serait victime d'un génocide. Oui, bien sûr. Parce que dans la définition du génocide, c'est l'intention, c'est pas le résultat. Bien sûr. Donc, quand le diplomate turc dont je parlais, il est très curieux, il affirme. Même les chats s'intéressent à ça. Ouais. Pas possible. Et quand ce diplomate turc dit dans cette phrase très courte que la Turquie a les moyens d'effacer l'Arménie géographiquement et historiquement, c'est un qualificatif du génocide. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de mort. Cet homme-là est un génocidaire. Bien sûr. Il n'est pas passé encore à l'acte, mais il est génocidaire. On ne peut pas restreindre au racisme le fait de n'être qu'avec une seule personne et justement ne pas étendre cette capacité au terme de génocide. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a un tome 3? J'ai tout fait pour que le 2 se termine sur une ouverture. Mais comme ma manière d'écrire est un peu particulière, moi, je n'écris pas sur commande. C'est-à-dire que je ne reçois pas de contrat avant d'écrire le bouquin. J'écris des livres et je les propose à l'éditeur. Donc j'ai bien fait savoir à Albin, qui l'a su d'ailleurs en lisant le bouquin, qu'il y avait une ouverture sur un tome 3. Maintenant, c'est de me dire si au niveau des ventes, ça les intéresse ou pas. Sachant que le tome 3, s'il existe, sera un basculement réel. Parce qu'on va arriver à ma génération. Donc ça va devenir des souvenirs qui me sont plus personnels que des souvenirs de ma famille. Ça va se passer dans une période où mes parents existent encore, donc les comportements que je vais décrire qui me concernent vont influer sur la façon dont je parle de mes parents. Mais surtout, c'est le basculement de l'Arménie de l'autre côté. C'est quand l'Arménie, quand certains Arméniens passent de l'autre côté dans la violence, avec notamment l'apparition d'Azala et des attentats arméniens. Donc ça va être quelque chose qui sera à la fois fondamentalement différent et l'aboutissement de ça. En fait, l'aboutissement, c'est pas dangereux ce que je veux dire, enfin, c'est quand même un peu limite, mais l'aboutissement d'une diaspora bien intégrée, qui s'embourgeoise un peu, qui s'intègre parfaitement au pays qui l'accueille, sans que le problème à la source de cette diaspora soit réglé, c'est forcément l'appel à une autre violence. Parce que la génération qui va arriver derrière, les 2 ou 3 générations derrière vont arriver en se disant mais vous vivez comme des petits bourgeois, sans avoir réglé le problème d'origine, sans qu'on soit encore reconnu. Et donc, une partie de cette génération va pouvoir facilement basculer dans le terrorisme, surtout que ça correspond avec la guerre de Palestine, les guerres du Liban, et ça va aussi correspondre à un moment où on avait quand même une communauté un peu... on avait une diaspora qui semblait très unitaire, et elle l'est en tant que diaspora, mais par rapport au pays
elle était quand même sous forme de tension. Le pays lui-même a connu des tensions internes. On n'a pas, il faut reconnaître qu'on n'a pas toujours donné au monde l'image d'une démocratie exemplaire. On s'est quand même réglé des comptes à coup de mitraillette dans le Parlement. Donc voilà. Donc, si troisième volume il y a, parce que moi je suis prêt à écrire, bien entendu, il sera à la fois complètement différent de ça et en même temps la suite logique de ça. Voilà. Ok. Et même, mille merci de nous avoir reçus. Alors, je propose à tout le monde de faire une large pétition réunissant peut-être tous les gens qui auront écouté cette petite vidéo, et les chats aussi d'ailleurs, pour faire une pétition auprès d'Albin Michel et de Yann Manouk pour qu'on ait enfin un tome 3. J'insiste vraiment sur le fait que c'est pas seulement l'approche de Noël, ce sont des heures vraiment formidables où on retrouve un conte des temps modernes. C'est tellement vrai d'ailleurs que pour sortir du cadre seulement arménien, ayant lu un ouvrage sur des pêcheurs islandais, alors pour le coup, en n'ayant pas forcément un attrait particulier pour ce... On retrouve la même force, la même puissance de narration, c'est juste formidable. Alors, de grâce, faites-vous plaisir et faites plaisir autour de vous. Achetez ces 2 bouquins et surtout ne faites pas que les acheter. Lisez-les, bouffez-les, engloutissez-les et de grâce, signez cette fameuse pétition des hommes et des chats pour qu'on ait un 3e tome. Merci beaucoup. Merci. Merci.